21 octobre 1916, 7h28. Le 21 octobre 1928, je passais une journée qui m'était devenue certes habituelle, mais dont aucune lassitude ne venait entacher le quotidien. Je me levais aux aurores et observais Éléonore, allongée à mes côtés, détaillant chaque trait délicat de son visage que me dévoilaient les premiers rayons du soleil filtrant au travers des rideaux. Je lui volai un baiser et me levai rejoindre Daniel, lui aussi, encore perdu dans les tendres bras de Morphée. Je me demandais quelques instants de quoi pouvaient bien être composés ces songes que j'espérais fabuleux. Je me préparai rapidement avant de boire un café noir dans mon bureau, tout en relisant une dernière fois mes notes de la veille concernant le sujet que j'exposerais à mes étudiants. Puis, je prenais ma serviette sous le bras et je me rendais à l'université à pied. J'adorais observer la vie se mettre en place au petit matin. Le boulanger ouvrir son échoppe et l'odeur de pain frais qui s'en dégageait, dans laquelle il m'arrivait de pénétrer pour m'offrir une gourmandise. Le libraire mettre en place ses promotions du jour dans de petits présentoirs que je prenais parfois le temps de parcourir. Arpenter la place du marché de Brandhaven alors que les étals finissaient juste d'être montés. Me payer une pomme et pénétrer dans l'université alors que les locaux étaient encore presque vides. Mais ce jour précis, je ne fis rien de tout ça durant mon trajet, car il marquait la date d'anniversaire de la mort de mon père. Il y avait 12 années de cela. Je donnais mes enseignements rudimentaires aux premières années et déjeunais avec mes collègues avant de consacrer mon après-midi à des cours magistraux. Lorsque je quittais l'établissement, la nuit avait commencé à étaler son sombre voile sur la ville et une brume automnale propre à la Nouvelle-Angleterre avait envahi les rues. En ramenant contre moi le col de ma redingote, je pris la direction du cimetière. Les rares visiteurs de Brandhaven ignoraient l'existence même du cimetière. Pour s'y rendre, il fallait emprunter un petit chemin sinueux, dissimulé dans la plus vieille partie de la ville. C'était un endroit de pur recueillement, et nous voulions que nos morts restent éloignés du regard d'étrangers, qu'en aucun cas leur repos éternel ne soit dérangé ou troublé par d'autres âmes que les nôtres, vibrantes de la même manière. Les croyances des habitants de Brandhaven concernant l'après-vie étaient aussi anciennes que nos origines nous le permettaient. Les différentes confessions battaient le pavé, mais nul n'oserait nier que nos défunts reposaient en un autre plan d'existence, autrement plus doux que le nôtre. Et nos divinités, que certains considéraient comme païennes, promettaient un apaisement total des esprits les ayant rejoints. Perdu dans mes pensées durant ma longue marche solitaire, je ne croisais que bien peu de gens. Et en arrivant aux abords du cimetière, je ne pus réprimer un frisson qui remonta le long de mon échine en constatant que j'étais seul. Silencieusement, je saluai les nombreux résidents enfouis sous cette terre consacrée et me penchai pour en ramasser une poignée que je devrais jeter par-dessus mon épaule en partant, comme le voulait la tradition, pour que les morts m'acceptent comme l'un des leurs durant ma visite et ne me poursuivent pas après mon départ. Je parcourais les sépultures et arrivai bien vite devant celle de mes parents. J'adressai une prière pour ma mère et une autre pour mon père, avant de déposer ma main sur la pierre tombale. Je fermai les paupières et me recueillis un long moment. Je les suppliai de m'excuser, ainsi que de n'avoir pas été plus présent, d'avoir tenté de m'éloigner d'eux et de les avoir presque méprisés. Lorsque j'ouvris les yeux, je constatai que maintenant la nuit était installée et plongeait l'endroit dans les plus obscures ténèbres. Au loin, je voyais le scintillement des habitations de Brandhaven et je m'apprêtais à rejoindre mon épouse et mon fils lorsque quelque chose de surprenant capta mon attention. À quelques mètres, une étrange lueur, le genre que seul peut provoquer une lampe à huile, semblait provenir d'une tombe même. Si un visiteur avait pénétré le cimetière durant mon recueillement, je l'aurais forcément entendu. Je devais obligatoirement être le seul être humain vivant à des lieux à la ronde. Je ressentis d'abord une vague d'anxiété alors que je repensais à toutes ces légendes de feux follets parcourant les nécropoles la nuit tombée. Mais presque aussitôt, une idée bien plus sinistre me vint à l'esprit. Le cercle occulte de mes jeunes années. J'avais certes coupé complètement mes rapports d'avec ces illuminés depuis de nombreuses années, mais et si leurs études nauséabondes les avaient poussés à enfreindre leur dernière retenue? Si, et je l'imaginais que trop aisément, ces démons s'étaient mis en tête de profaner une sépulture pour accomplir un quelconque rituel funeste. La colère que j'éprouvais à cette éventualité morbide chassa toute peur, et je me mis en route d'un pas décidé en direction de cette lumière fragile, mon offuscation et ma détermination grandissant avec chacune de mes foulées. Je donnai de la voix en approchant de la tombe, mais le son mourut avant même d'avoir franchi le seuil de mes lèvres, alors que je reconnaissais le nom inscrit sur sa surface dévorée par le temps. Je ralentissais, à quelques enjambées d'elle.
mon rythme se faisant de plus en plus lent à mesure que je constatais que les alentours étaient vides. Nulle âme équipée d'outils n'était présente ou ne tentait de déterrer la dépouille d'une éternelle jeune fille de 17 printemps, aux yeux myosotis, que j'avais oublié avec une joie macabre, alors que toute la ville pleurait sa disparition. Mortifié, je me stoppais à quelques pas du sépulcre. Elle était là, coincée dans la terre meuble recouvrant le cercueil d'Elizabeth Ward, illuminant son épitaphe, semblant m'être directement destiné et dont je ne me souvenais pas. La digne et effroyable lampe à huile de mon père. Je voulus hurler de terreur en cet instant et m'enfuir à jamais, mais la seule chose dont j'étais capable fut d'observer la source de cette lumière me dévoilant ces quelques mots que je répétais de manière précipitée. À force de l'observer, incapable d'en détacher le regard et alors qu'une sourde douleur commençait à naître au-dessus de mon œil gauche pour se répandre à tout mon être paralysé, je compris ce qui me tourmentait tant à propos de cette lampe. Ce qui m'avait tant troublé à l'instant où je l'avais aperçue dans le bureau, une éternité auparavant. La raison de son rayonnement aberrant. Ce n'était pas quelque chose dans sa confection. Ce n'était pas quelque chose d'identifiable au premier coup d'œil. C'était quelque chose de plus terrible encore. Sa perspective n'était pas juste. Elle donnait l'impression d'être perpétuellement penchée à un angle indéfinissable et tenait pourtant debout. Elle appartenait à une autre réalité difforme, et seul moi, parmi tous ceux l'ayant vue, en était troublé. En prenant conscience de ce fait irréel, je compris que je venais de faire une erreur que je ne pourrais jamais réparer. Comme si j'avais gratté un mur, délabré, érigé tout au fond de ma mémoire, destiné à me protéger de l'indicible vérité. L'épouvante qui me frappait n'avait d'égal que la douleur faramineuse qui menaçait de m'anéantir. Lorsque je compris cela, le monde se mit à tournoyer à une vitesse fabuleuse, alors que je répétais en les maudissant les mots de l'épitaphe et que je m'affaissais en perdant connaissance. Sa vie n'aurait été qu'un doux songe. Maintenant, il est temps de se réveiller. Lorsque j'ouvris les yeux, je hurlai et fis sursauter l'infirmière penchée au-dessus de moi. Cette dernière s'enfuit en courant alors que je me secouais dans tous les sens sur mon lit d'hôpital, les bras retenus par d'épaisses sangles de cuir, conscient que ce qui venait de se jouer est pire que tout, de ceux que je venais de perdre. Je pleurais comme seuls savent le faire les fous et les enfants, sans plus aucune retenue ni honte. Des docteurs arrivèrent en courant et m'ordonnèrent de me calmer, mais bien au contraire, mon accablement s'accrut lorsque j'aperçus mes parents dans l'embrasure de la porte, tels qu'ils étaient en août 1915, tels qu'ils étaient lorsqu'ils furent encore en vie. Incapables de me maîtriser, les médecins me firent une injection qui me plongea dans une semi-conscience onirique où tourbillonnaient les images d'Éléonore et de Daniel dans un enchevêtrement cyclopéen d'événements issus d'un songe. Je passai les 2 mois suivants à alterner moments d'éveil, désespéré, et sommeil troublé. Puis, je connus une longue phase d'anéantissement, impassible. Je traversais mes journées cloué au lit, tandis que, des heures durant, l'on m'expliquait que j'avais été percuté par une automobile alors que je traversais la route et que le conducteur, qui n'avait jamais été une femme, avait été arrêté par les forces de l'ordre, ivre. Mes parents me rendaient tous les jours visite. Et les seuls mots que je finis par leur offrir fut de retourner dans leur tombe qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Quant à mes connaissances du cercle occulte, je les menaçais instamment de quitter les lieux, sinon je révélerais à tous leur sombre recherche honnie. Je m'enfermais dans une solitude salutaire qui me permit de mettre de l'ordre dans mes idées, alors que je contemplais le néant des 13 dernières années qui s'étaient évaporées. Je demandais à être transféré à la maison de repos de Burnhaven pour une durée indéterminée, un asile d'aliénés en réalité, mais qui m'offrait l'isolement dont j'avais besoin alors que je tentais de faire le deuil de ma vie perdue. Je me confiais aux différents médecins et je finis par devenir un cas d'étude passionnant. Je pense même être capable d'affirmer sans me tromper, vu la distance que parcouraient certains spécialistes dans le seul but de s'entretenir avec moi, que je suis maintenant le sujet de divers papiers médicaux publiés dans le monde entier. Et c'est après être passé devant une commission d'hommes de science, alors que j'observais la cicatrice boursouflée trônant désormais au-dessus de mon sourcil droit, dans un miroir, que mon stratagème avait commencé à poindre au fond de mon esprit. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas fou.
J'en avais suffisamment de preuves lorsque j'entretenais une conversation, certes de manière rudimentaire mais tout à fait fluide, avec un spécialiste venu tout droit d'Allemagne, dans sa propre langue, ou que je signais différents papiers que l'on me tendait d'une main ou de l'autre sans que ma signature ne soit différente. J'avais non pas vécu un rêve terriblement réaliste, mais j'avais quitté ce plan de l'existence. Mais quelques années d'études au sein du cercle occulte m'avaient éveillé à ce genre de possibilités, et j'en avais fait l'expérience. Et au lieu de sauter de joie et de courir rejoindre ces gens pour leur faire part de ma découverte incroyable, j'en arrivais à la conclusion que si le voyage avait été possible une fois dans cet ailleurs, il serait alors tout à fait envisageable d'y retourner. Je devrais m'assurer de ne plus avoir de corps me retenant dans ce monde-ci et reproduire un choc probablement plus puissant que le premier pour éviter toute éventualité de retour possible dans cette réalité. Je devins donc coopératif et m'assurai d'obtenir le droit de quitter régulièrement l'établissement pour de courtes durées et sans accompagnateur. Alors que je me tiendrai devant les rails, la dernière image obsédante qui me entra avant de me laisser tomber à l'approche de l'express de 18h42 sera la lampe à huile et son horrible perspective faussée. Preuve que je venais de vivre 13 années dans un rêve terriblement séduisant et que je me dois de retrouver à n'importe quel prix pour ne pas perdre définitivement la raison. Je jure solennellement que je ne suis pas fou, que je ne suis pas âgé de 22 ans mais de 34 ans, que je vais tenter de rejoindre mon épouse Éléonore Liddell et mon fils Daniel Stephen Liddell. Adieu. Que mes amis ne me pleurent pas, que mes parents ne me regrettent pas. Il existe d'autres mondes, d'autres espaces-temps. Je le sais mieux que quiconque. Je prie de parvenir à briser une nouvelle fois cette barrière. Que les dieux me viennent en aide. Alexander William Liddell.